Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Vous venez du monde de l'économie, on se souvient de vous comme ancien vice-président du MEDEF. Vous avez été aussi, ces dernières années, ambassadeur à l'intéressement et à la participation pour le ministre de l'économie. Vous avez remis un rapport, on va en parler. Alors, en ce moment, le gouvernement se réjouit de son automne économique. Baisse du chômage, poussée de croissance. Est-ce que c'est vrai, solide, durable, ou est-ce que c'est du trompe-l'œil ? Alors, c'est la vraie question, vous avez raison de le signaler, mais pour le moment, tous les indicateurs sont plutôt au vert. La croissance que l'on aura en fin d'année, qui sera aux alentours de 7, un peu moins de 7, annoncée par la Banque de France, confirmée par le ministre de l'économie et des Finances, et puis qui se traduit par une activité extrêmement soutenue dans les entreprises. Donc, j'ai envie de dire, pour le moment, tout se passe bien. On le voit également par une baisse du chômage qui est quasi historique. On était aux alentours de 8 points. Est-ce que ça va continuer ? C'est une vraie question. Il y a deux choses qu'il faut auxquelles on soit attentif. C'est que d'abord, on commence à avoir de sérieuses tensions sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que c'est compliqué pour les entreprises de recruter. Et ça peut être un frein à la croissance. Moi-même, dans mon entreprise, il me manque 100 collaborateurs, qui fait que je ne délivrerai peut-être pas le chiffre d'affaires escompté compte tenu du fait que j'ai des tensions de recrutement. Je suis installé à Mayenne, dans la ville de Mayenne, je suis installé à Lens, à Rennes, je n'arrive pas à recruter, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Alors, on parle beaucoup de l'hôtellerie, la restauration, parce qu'il y a une forme de pénibilité, mais dans d'autres secteurs, moi je suis dans l'IT, je n'arrive pas à recruter. Et cette tension de recrutement, elle est en France, elle est en Europe, elle est également aux États-Unis. Donc il y a un point de vigilance à avoir sur cela. De façon plus structurelle, en France, on va rembourser les PGE, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont été soutenues financièrement, à partir du mois d'avril, auront à rembourser de façon graduelle. Printemps dangereux, donc. Printemps dangereux, parce que la marée va se retirer, et là, on va voir les entreprises qui auront la capacité de rembourser. Je pense que la grande majorité des entreprises n'auront pas de difficultés. D'autant qu'elles n'ont pas tiré tout leur crédit. Elles n'ont probablement pas tiré tout leur crédit. Si elles l'ont fait, c'est peut-être sur des investissements, donc elles auront du relais pour pouvoir refinancer, on va dire, ce PGE, mais tout de même, il y aura là un point de tension qu'il faut regarder. Et ce sera après la présidentielle. Ce sera après la présidentielle, hasard du calendrier. Aujourd'hui, on a une destruction d'entreprises. En France, on détruit à peu près 50 000 entreprises par an. Et zéro en 2020, puisqu'on a... Et quasiment zéro en 2020, et on est aux alentours de 30-35 000 pour 2021. Ce qui fait que, voilà, on a encore des entreprises dont on pourrait penser qu'elles soient soutenues artificiellement. On va voir ce qui va se passer. L'autre point sera la tension sur les salaires. Liée à la pénurie de manœuvre. Liée à la pénurie de manœuvre. Et donc, quel est le mécanisme inflationniste qui va s'installer ? Certains parient que ça ne durera pas. Si on augmente les salaires, comme ça semble l'être dans les entreprises, je pense que l'augmentation moyenne dans les entreprises sera plus autour de 4-5% pour toutes les entreprises. C'est-à-dire à peu près à l'inflation, voire un peu au-dessus. Oui, mais ce qui est considérable. Et les entreprises qui ont bien travaillé pendant la crise Covid, qui ont eu l'opportunité de pouvoir développer, elles pourront financer. Pour les TPE, PME, ce sera beaucoup plus compliqué. Si vous augmentez les salaires dans votre branche, vous trouvez des gens qui viennent travailler ou le problème est ailleurs ? Ils sont pas formés, ils sont pas disponibles. Alors, il y a le problème, malheureusement, est pluriel. C'est qu'il y a à la fois une tension sur les salaires. J'ai envie de dire, souvent on exprime le fait que quand on vient d'une entreprise, le salaire arrive en dernière position. On veut venir dans une entreprise pour la qualité de la mission, on veut venir dans une entreprise pour la qualité de vie, on veut venir dans une entreprise pour son engagement RSE, et on veut venir évidemment pour une formation, pour la continuité de l'apprentissage de son savoir-faire. Et arrive en dernière position salaire. En fait, quand le salaire arrive en dernière position, mais c'est le premier critère. Parce que on négocie de moins en moins et on a des prétentions qui sont assez fortes compte tenu de la tension. Donc il y a un sujet qui est évidemment la tension. Il y a le deuxième point, et ça je pense qu'on n'a pas fini de voir ce qui va se passer dans les entreprises, qui est la mise en place du télétravail. Et je vais vous donner un exemple très, très simple. J'ai une entreprise à Mayenne, dans le cœur mayennais. Qualité de vie là-bas. Qualité de vie, j'ai 300 collaborateurs. J'avais une forme de citadelle. Pour venir à Mayenne, c'était compliqué, sauf si vous recherchiez une qualité de vie. Pour quitter la Mayenne, non, vous étiez bien installé, donc les gens étaient plutôt sédentaires. Et quand une entreprise concurrente voulait me prendre un collaborateur, qui est à Rennes, qui est à 3 quarts d'heure, je leur dis non, moi je suis installé, j'ai une maison, je bouge pas, et je vais pas faire 40 km tous les jours. Avec le télétravail, vous pouvez prendre 10-15% de plus et rester à votre domicile.
et venir une fois ou occasionnellement sur le lieu de travail. Ce qui veut dire que ça va complètement changer la donne. Et ce qu'on assiste en ce moment dans les entreprises, alors il y a beaucoup d'articles, qui est la grande démission, le grand mouvement. Oui. On a un turnover de plus en plus fort dans les entreprises, compte tenu de la situation actuelle, tension sur l'emploi, et puis une mobilité beaucoup plus forte, qui est un phénomène nouveau. Il y a un dernier levier possible, avoir une main-d'œuvre disponible sans que ça fasse trop monter les salaires, ça s'appelle l'immigration. Alors pas dans tous les secteurs, mais par exemple dans l'hôtellerie-restauration, est-ce qu'on va y recourir, quitte à troubler un climat politique déjà tendu sur ce sujet? Alors, vous avez raison. Toutefois, ce sont le métier de l'hôtellerie et de la restauration nécessite tout de même de la formation. Donc, oui, c'est pourvoyeur de main-d'œuvre. C'est ce qu'on le voit d'ailleurs. Regardez. Toutes les personnes qui vous demandent votre passe sanitaire à l'entrée des restaurants, des galeries commerciales. Bon, vous comprenez que ces jobs-là, on est allé les chercher là où la manœuvre existait, et probablement en partie sur de l'immigration. Donc ne soyons pas naïfs. Est-ce que ça veut se traduire dans toutes les entreprises ? Le point névralgique, c'est la qualité de la formation. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à embaucher. À défaut d'ailleurs, si je n'arrive pas à embaucher en France, j'irai monter des usines là où je suis installé, en Roumanie, où nous avons 2 sites, en Allemagne, en Hollande, là où on a de la flexibilité. Est-ce que les entreprises pourraient créer plus d'écoles, puisque vous avez un problème de formation, formez-les vous-même? Oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que l'unité de temps est différente. Alors, il y a une réforme très forte sur l'apprentissage. Qui a porté ses fruits. Qui porte ses fruits. Et donc là, on va dire, on est sur des cycles beaucoup plus longs, parce que former un jeune ou une jeune sur, on va dire, un niveau BTS, pour que l'éducation nationale mette en œuvre ce dispositif, ça prend quelques années. Donc là, voilà. Pour attirer les salariés, si on ne veut pas augmenter trop les salaires, parce que ça pèse sur la compétitivité, il y a l'intéressement, il y a la participation. On s'associe différemment à l'entreprise. Oui, alors, je voudrais faire une petite différence. L'intéressement, ça a été créé par le Conseil national de la résistance, le général de Gaulle, qui dit il faut mettre en place une prime, un bonus, négocié par les partenaires et la direction. Ça, c'est l'intéressement, c'est un salaire. Donc, on vous fixe des objectifs, ces objectifs sont atteints, et à partir de là, vous avez une rémunération. Ça tombe bien, c'est défiscalisé, c'est désocialisé, donc tout le monde est gagnant. La participation voulue par les accords de 67, voulue par le général de Gaulle dans un état de participation, qui est de faire adhérer tous les Français à un état participatif. Devenir actionnaire, quasiment. Devenir actionnaire. Et la participation, c'est pas sa formule, que je ne dirai pas ce matin, parce que sinon je vais faire fuir tous les auditeurs de Radio J, c'est ni plus ni moins une quote-part du dividende que l'entreprise peut verser à ses actionnaires. Et donc, c'est une notion de partage de la valeur. Donc, quand l'entreprise fait des bénéfices, la formule de participation est une quote-part. Et cette quote-part, je propose de la renforcer pour qu'elle soit encore plus contributive. Il faut la doubler. Il faut la rendre obligatoire à toutes les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la contrainte de verser la participation. Et il faut aussi faire en sorte que cette formule soit plus contributive, en simplifiant la formule pour qu'elle soit plus contributive pour les Français. Un mot du dialogue social. Est-ce que vous pourriez être un nouveau candidat à la présidence du MEDEF ? Non. C'est derrière vous. D'abord parce que c'est un engagement qui est très lourd. Je l'ai fait pendant 5 ans en tant que vice-président. Il faut que je m'occupe également de mon entreprise. Et donc, ça a été passionnant d'être un acteur. C'est bien de le faire jeune, parce que ça permet de coller, on va dire, à la réalité de l'entreprise. Non, j'ai pas d'ambition pour la présidence du MEDEF. On a l'impression d'un dialogue social un peu coincé aujourd'hui. On voit plus de grandes tables rondes, on voit plus de négociations qui aboutissent. Alors, oui, mais il faut que le dialogue social se passe dans l'entreprise. Et là, ça se passe mieux au niveau national. Après, il faut qu'il se passe dans les branches, à défaut de le faire par des accords nationaux interprofessionnels. Mais soyons aussi lucides. On a une forme de sclérisation du dialogue social en France par les partenaires sociaux. Les récentes mouvements d'humeur de la CGT à la SNCF montrent bien que la revendication est toujours la même dans une logique de rapport de force qui n'est pas sain. Je pense que le paritarisme doit être reformé. Et puis, si on veut aller plus loin, sur un dialogue social, il faut également repenser au dialogue social avec les représentants de l'entreprise. Et moi, je suis
favorable à supprimer le monopole syndical au deuxième tour dans les entreprises. Ce que je veux dire, c'est que quand vous n'avez pas de syndicat présent, mais que vous avez des salariés qui sont engagés, il faut qu'ils aient le même poids que les syndicats. Et ça, ce serait une petite épopée. Ah oui. 3 grands régimes de retraite et non plus un seul. La piste ouverte par Emmanuel Macron mercredi est-elle la bonne ? C'est encore flou. Parce que le diable est dans les détails. Et on voit bien que la spécificité des régimes de retraite tourne autour de la pénibilité. Et la pénibilité, elle n'est pas la même. Elle s'exerce ici quand vous prenez votre souris d'ordinateur et qu'on a une arthrose. Et elle est différente. Pour quelqu'un qui pilote un TGV, la pénibilité est plus tout à fait la même que quand il pilotait une Micheline. Et donc cette notion de pénibilité, elle se retrouvera. Je pense que c'est déjà intéressant d'avoir 3 axes de régime. En gros, ce sont les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Je pense que c'est une bonne dynamique, mais le diable sera dans les détails. Et pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas dans les détails. Supprimer des fonctionnaires, ce n'est pas une méthode pour réformer l'État, a dit Emmanuel Macron. Ça peut être éventuellement une conséquence de la réforme de l'État. C'est pas un préalable virage à gauche. Non, mais là, il est dans une dynamique électoraliste, donc il n'a pas envie de se mettre à dos les fonctionnaires. Alors, il est vrai que c'est un peu dur de dire il faut supprimer des fonctionnaires. Si vous êtes fonctionnaire, on vous dit il faut supprimer des fonctionnaires. D'abord, vous posez la question de savoir à quoi vous servez. Mais la réalité, c'est que les collectivités locales, territoriales, il suffit de regarder leur nombre en abondance. Il suffit de regarder la digitalisation des services de l'État pour imaginer que on va pouvoir avoir moins de fonctionnaires en étant plus efficient, surtout quand on regarde nos pays voisins, notamment l'Allemagne. Comment les entrepreneurs voient-ils cette présidentielle un peu folle à laquelle nous assistons ? Est-ce qu'ils ont fait leur choix ? Est-ce qu'ils pèseront dans la balance ? C'est une vraie question. Je pense que la communauté entrepreneuriale est partagée parce que le gouvernement a répondu aux exigences des entrepreneurs, je veux dire pendant la crise Covid. Là, ils ont été présents incontestablement. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on portera un jugement sur ce qui a été fait, sur certains diront de l'assistanat, d'autres une nécessité absolue. Mais les entrepreneurs sont très attentifs. J'ai envie de dire, il y aura peut-être un juge de paix, c'est que les entrepreneurs sont pragmatiques. Il y aura un déficit des comptes publics. Peut-être qu'on approchera les 3 000 milliards, ce qui est pas une paille. Et donc, les entrepreneurs sont lucides, parce qu'il y a un moment, il faudra rembourser. Ils voteront pas sur le bilan, ils voteront sur ce plan pour rembourser. Et vous remboursez comment ? Alors, on entend les baisses d'impôts, de droite comme de gauche, des candidats potentiellement éligibles. Mais nous ne sommes pas naïfs, il faudra rembourser. Et est-ce que les entreprises seront mises en contribution ? Thibault Langsana, merci, bonne journée. Merci.